Alors, je reçois ce matin, parce qu'il est un peu partout, si je peux le dire ainsi. Là, cette semaine, vous êtes en relâche? Oui. Oui. Mais, Alors, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin? Ben oui, c'est ça. Mais je ne suis pas en relâche. En fait, je continue à travailler. Non, mais la Chambre des communes. Oui, la Chambre des communes, oui. Oui, la Chambre des communes est en relâche 2 semaines, en fait. OK. On a une semaine de relâche. En fait, cette semaine, c'est la semaine de relâche qu'on appelle au Québec communément, là. Mais oui, effectivement, il y a 2 semaines de relâche actuellement à Ottawa. Alors, Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Liliac, Kamouraska, Rivière-du-Loup, bonjour et bienvenue bon matin. à CMA-TV bon matin. ce lundi 4 mars. Ça me fait plaisir d'être là. La première chose que je voudrais, parce que c'était sur Facebook hier, votre mère prend du mieux. Oui. Vous aviez... Ouais, elle est miraculeuse. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que vous aviez une belle photo avec la famille hier. Oui, effectivement, oui. Donc, on avait un brunch avec mes frères et sœurs. Elle va avoir 92 ans le 10 mars prochain. Bon. Et la santé s'améliore? Donc, elle entame sa 93e année. Oui, en fait, elle a eu une infection sanguine, en fait, qui s'est produite sur quand même une assez longue période de temps. Elle ne savait pas ce qu'elle avait exactement, puis les médecins ne l'avaient pas détecté. Puis, finalement, il a fallu qu'elle soit opérée dans la vésicule biliaire. Des antibiotiques de cheval, etc. Finalement, on sait qu'à ces âges-là, c'est écoute, un peu plus fragile. Il l'avait mise aux soins palliatifs à la Pocatière. Il y avait des doutes sur sa capacité d'être capable de remonter ça. Et finalement, ils l'ont bien soigné, il faut croire. On est très heureux d'avoir un hôpital comme la Pocatière chez nous. Hein. Je veux dire, avec des traitements incroyables. Puis, bon. Écoute, c'est une boulangerie de Montmagny. Ma mère, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, là, je suis originaire de Montmagny moi-même. En fait, je voulais à la Pocatière, mais mes origines sont ici, donc sur la rue Sainte-Marie. Donc, on n'est pas tuables, qui disent. On n'est pas tuables. Originaire de Montmagny, vous êtes natif à Montmagny. En fait, moi, je suis natif de la Pocatière, mais ma mère est native de Montmagny. OK. Elle est native de Montmagny. La rue Sainte-Marie, oui. Des boulangers. Bien, ça m'amène à vous demander comment ça va avec l'hôpital de la Pocatière. En fait, ça va dans le sens où l'hôpital offre encore ses services. Inévitablement, il y a des découvertures à certains moments. Puis, comme d'autres endroits au Québec, on n'est pas unique dans ce cas-là. Mais, la CAQ ont pris certains engagements en espérant qu'on va être capable de maintenir ces services-là. Je pense que c'est essentiel, c'est vraiment primordial. Puis vraiment, les services sont excellents. On peut vraiment... On est choyés. Mon Dieu, on est choyés. J'en parle souvent de notre hôpital à Montmagny. Oui, c'est la même chose à Montmagny ou à Rivière-du-Loup. On est choyés d'avoir ce centre hospitalier-là à Montmagny. Et on n'a qu'à regarder le succès de la campagne de financement de l'IRM, on a remboursé plus de 2 millions de dollars. Effectivement. C'est justement, les gens sont conscients. C'est une priorité pour tout le monde, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et c'est quand on utilise ces services-là c'est là où on se rend compte que, c'est un service essentiel, ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et que la proximité, la compétence des gens qui y travaillent, elle est très importante. Et ils ont cette compétence-là qu'on a besoin pour être soignés correctement. Moi, sincèrement, je lève mon chapeau à tout ce monde-là. Moi, je l'ai vu, là, first hand, comme on dit en anglais, là, de première main. Écoute, ma mère a été servie de façon incroyable. Puis, je veux dire, c'est pas parce que je suis député, là, ça n'a pas rapport. Là. Je veux dire, vraiment, là, c'est par individu. Les individus sont tous traités de façon égale. D'ailleurs, il y avait d'autres... Le père du maire de Kamouraska était là aussi, qui est décédé malheureusement, lui, mais il est arrivé la même chose. En tout cas, je dis la même chose. J'ai dit, pour moi, ils se sont parlé, là, parce que M. Michaud de Kamouraska est rentré à l'hôpital aux soins palliatifs il y a 5 ans, puis il en est ressorti. Il est décédé seulement il y a 3 semaines. Alors, il y a 2 semaines. Alors, en tout cas, j'espère que ma mère vivra encore un autre bon 5 ans. L'important, c'est de vivre C'est ce qu'on va vous souhaiter. C'est ce qu'on va vous souhaiter et lui souhaiter un prompt rétablissement. Merci, vous êtes bien gentil. OK. Maintenant, vous avez fait une intervention récemment à la Chambre des communes concernant les agriculteurs de notre région, concernant la sécheresse. Bon, c'était quoi l'objectif? En fait, essentiellement, c'est qu'il y a un programme au fédéral, au Québec et au fédéral qui s'appelle Agri-Relance. C'est un programme que l'UPA ou n'importe quelle association d'agriculteurs peuvent demander au gouvernement de mettre en place dans des cas très, très spécifiques de catastrophes, que ce soit des inondations, des sécheresses, ou un feu, par exemple. Vraiment des éléments hors de l'ordinaire. Ce programme-là, il y a des critères très précis à l'intérieur duquel quand il est appliqué, donne des ressources financières aux agriculteurs pour traverser une mauvaise période.
Ceci dit, 2017-2018 ont été des années de sécheresse importantes au Bas-Saint-Laurent, un peu dans Chaudière-Appalaches aussi. Particulièrement en 2018, là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, toutes ces régions-là ont été touchées de façon importante. En plus qu'au moment où on se parle, la rareté du foin fait en sorte que le prix a triplé depuis 6 mois. Là. Donc, les agriculteurs, exactement. Donc, les agriculteurs qui sont en manque de foin doivent en acheter ailleurs et le prix a explosé littéralement. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu une solidarité au début là, pour essayer de trouver du foin pour tout le monde. Bon, ils se sont arrangés un petit peu, mais inévitablement, ils ne pouvaient pas passer l'hiver. Là. Puis évidemment, avec les froids qu'on connaît, les vaches, ça mange. Hein, ça mange. C'est la même chose comme nous autres. On a besoin d'énergie. Donc, pour traverser cet hiver-là, c'est la même chose. Donc, ils ont un besoin plus grand. Alors, dans les paramètres de Agri-Relance, il y a un élément qui n'a jamais été tenu en compte. Et le gouvernement fédéral a décidé qu'à partir de 2019, il tiendrait compte de l'évaluation des coûts réels des pertes subies par les agriculteurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, on a demandé, nous, au gouvernement, de permettre à faire la même chose pour 2018, dans la mesure où l'UPA demandera le déclenchement d'Agri-Relance. Et ça va se faire, c'est sûr. J'ai parlé avec M. Poisson, le secrétaire parlementaire de l'agriculture à Ottawa la semaine dernière. Il m'a dit, on ira peut-être pas tout à fait dans le sens de ce que l'UPA voulait, mais on arrive avec quelque chose qui va les compenser d'une façon ou d'une autre. Bon, alors, on espère que les agriculteurs seront compensés parce que dans notre région, particulièrement plus à l'est un peu, là, c'est des dizaines, on passe d'une entente qui pourrait toucher à peu près 2 millions de dollars à 14 millions. Il y a 12 millions de différence entre les deux. C'est énorme, là, pour les 5 régions où je parle. Mais on sait qu'avec les changements climatiques, c'est une situation qui peut revenir. Est-ce qu'il n'y a pas une aide constante ou en fait, c'est que en changeant, puis le fédéral, le plus drôle, c'est que le fédéral acquiesce à dire l'évaluation des pertes devra faire maintenant partie du calcul dans le futur, mais pas pour le passé. Ça, mais on ne parle pas du passé d'il y a 10 ans, on parle du passé de l'hiver, de l'été qu'on vient de passer l'été dernier. Donc, ce qu'on dit au gouvernement, c'est acquiescer déjà pour l'été dernier. Bon, puis dans le futur, l'évaluation des pertes sera prise en compte. Parce qu'il faut comprendre que la financière agricole du Québec, elle est financée à 40 par le fédéral. Donc, le fédéral doit donner son accord. Mais bon, ce que M. Poisson me dit, que c'était très compliqué, qu'il fallait qu'il demande à toutes les provinces. En tout cas, c'est des mécanismes qui ne sont pas simples nécessairement. Mais en tout cas, on espère que... Ça pourrait faire partie du budget déposé prochainement? Possiblement. OK. On ouvre une porte et on va la fermer rapidement, mais vous attendez quoi pour le budget? Moi, je m'attends à ce que le gouvernement fédéral... Du budget le 19 mars, moi, je m'attends absolument. Puis en plus, là, il faut qu'ils déposent leur demande d'assurance là, au début mars. On est au début mars. Là. Donc, inévitablement, si l'agri-relance est lancée, il faut absolument que les agriculteurs soient compensés. Notre but, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient compensés. C'est juste ça. Ils sont compensés par différentes assurances. Là, c'est un moment particulier dans leur histoire. Il faut que... parce qu'on ne lance pas Agri-Relance sur le fond de même. Là. C'est pas un mécanisme que tu te lances à toutes les années. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fondamentalement différent des autres années pour être capable de le mettre en place. Okay. Mais pourquoi Bernard Généreux a fait une sortie? Parce que le fédéral finance 40 de l'argent qui s'en va à Québec pour la financière agricole. Donc, le fédéral est inévitablement touché par la question. C'est des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui sortent du fédéral pour aller vers le Québec pour payer les assurances auprès des agriculteurs. Mais si le fédéral... si le fédéral n'est pas au rendez-vous, inévitablement, il va y avoir des répercussions sur les agriculteurs. Donc, d'où ma présence dans ce dossier-là. Autre dossier. Oui. Je ne peux pas passer à côté. Les élections. Oui. Ah oui. Les partiels. Oui, les partiels. L'autre dossier, je garde ça pour le dessert. OK. Les élections. Oui. Il y avait des partiels, dont le chef du NPD, M. Singh, là, qui a été élu. Oui. Plusieurs prédisaient une défaite, mais il a été élu. Oui. Donc, les libéraux ne se sont pas aidés. Donc, Outremont, c'est libéral? Oui, c'est revenu libéral. En fait, c'est un château fort libéral depuis des années et des années. Il faut comprendre que celui qui s'était présenté pour le NPD, Thomas Mulcair, est devenu le chef du NPD, mais entre-temps, c'est qu'il est parti des libéraux provinciaux. Donc, il y avait déjà une couleur politique libérale associée à lui. Donc, dans un château fort libéral, ça sonnait bien. Là. Ça que vous feriez, Bernard, vous feriez l'analyse comment? En fait, tout le monde est content, dans le sens où tout le monde, on a gardé notre... Nous, partout, sauf à Outremont, partout, en fait, dans les deux autres, on a augmenté notre pourcentage de vote. Donc, Maxime Bernier aussi a fait une Maxime Bernier, oui, mais il faut... Mais la question, Bernard, oui.
l'arrivée, veut pas, Oui. ça va brouiller les cartes parce que Un petit les peu, votes mais- que Maxime Bernier peut aller chercher, ça va déranger ou les libéraux ou ça va Ouais, déranger quelqu'un. ça risque de déranger Est-ce plus que les ça vous conservateurs. inquiète? Plus ou moins. Quand on a vu les résultats, il était à 2 Il était à 6 dans les sondages, il est sorti à 2 au Québec, j'entends, là, dans Outremont. Donc, les sondages le mettaient tous à 6 puis il est sorti à 2. Alors ça veut dire que son vote n'est pas sorti. Là. Donc, t'as beau dire dans Et dans un d'autres sondage provinces, dans d'autres la provinces, performance était en Colombie-Britannique, il est sorti à 11, mais sa candidate, c'est une dame qui a déjà voulu faire de la politique provinciale, municipale et scolaire. Donc, elle a déjà un réseau de gens qui la suivent. C'est une personnalité publique déjà, cette personne-là, là-bas. Donc, on estime que la valeur de Maxime Bernier dans son 11 est à peu près 2-3 Donc, il n'est pas plus à Vancouver qu'il est au Québec. Là. Sa candidate, elle se serait présentée comme une indépendante. Elle aurait probablement 8-9 pareil là, dans le vote. Là. Tellement elle est connue dans cette région. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'il pourrait y avoir un candidat du Parti populaire de Maxime Bernier? Non, pas du tout. Avec les libéraux, le NPD, le Bloc, ça commence à faire du monde? Pas du tout. Non, mais on sait que vous avez rentré avec... oui, absolument. Non, mais la réalité... brouiller les cartes? Non, brouiller les cartes. Comment vous voyez? Écoutez, Parce que ça s'en vient rapidement, les choses évoluent beaucoup. Là. Ouais. Regardez, il y a un site web d'évaluation statistique des résultats de l'ensemble des sondages à travers le Canada. Puis dans ce site-là, c'est variable, puis on voit la variabilité. Là, la flèche des conservateurs est partie par en haut avec ce qui se passe avec SNC-Lavalin. Il peut arriver n'importe quoi en politique. Aussi, il peut arriver n'importe quoi dans une politique, dans un parti politique ou dans la politique qui va faire que la variabilité va être positive ou négative. Là, c'est inévitable. Moi, je vais vous dire, le travail constant que j'ai fait depuis 3 ans et demi dans mon territoire, dans ma circonscription, est en train de payer. Là. Je le sens, moi, sur le terrain. Les gens trouvent que je suis très présent sur le terrain. On peut bien dire les gens votent pour un parti puis le candidat, il ne vaut pas grand-chose. Là. Moi, je vais vous dire, ma présence constante, les tournées que j'ai faites, les cliniques de passeport, ça, là, c'est un must. Les gens appellent au bureau pour savoir à quel moment. Ils sont habitués maintenant. Ils appellent pour savoir au mois d'avril, oui. Ouais. Donc, les gens sont habitués à ce genre de service-là qu'on leur donne. Donc, puis les tournées, évidemment, les réseaux sociaux, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et je pense que les gens choisissent aussi un candidat, ils ne choisissent pas juste un parti. Mais ceci dit, inévitablement, comme vous le dites, le fait que j'ai gagné puis j'ai déjà perdu par 9 votes, là, puis j'ai gagné par 272, le 272 votes que viendrait chercher potentiellement Maxime Bernier, est-ce que ça pourrait me faire perdre? Oui, c'est pas impossible. Mais est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais sincèrement, ça va prendre un candidat aussi qui est sur le terrain, qui fait une élection. Pour faire une élection nationale au niveau du Canada, dans les 338 comtés, ça prend minimum 50 millions. Maxime Bernier s'est vanté d'avoir ramassé 2 millions, là, mais je veux dire, on est loin du compte. Là, dans ce que ça prend ou ce que ça nécessite, puis ça prend des bons candidats aussi. Je veux dire, ça prend des gens qui sont connus. On ne peut pas mettre juste des poteaux dans 338 des circonscriptions. Ça prend des gens qui ont une expérience politique locale et régionale, qui sont connus minimalement par la population. Je veux dire, moi... Écoutez, j'adore la compétition, donc... Mais avec les sondages de la semaine dernière, c'est sûr, avec l'histoire, on va en parler après la pause, oui. De SNC-Lavalin. Oui. Les sondages vous favorisent, actuellement, on sent une remontée. Vous avez une belle remontée, mais là, il faut la garder là. C'est ça, mais la remontée qu'on a eue, elle est constante depuis 1 an. C'est pas comme on arrive, puis oups, on est devant tout le monde le matin. Là. Ça a été constant depuis 1 an. En fait, depuis le voyage de M. Justin Trudeau en Inde. Ça a été le turning point, comme on dit, le point tournant là, de sa descente tranquillement dans les sondages. Même si il a maintenu au Québec, particulièrement, il se tenait à 40-42 %. Au moment où on se parle, il était à peu près à 34-35 % au Québec. Là. Donc, il a pris une chute de 7-8 points. Là. C'est beaucoup, c'est énorme. On est à peu près à 20, on joue dans 21, 22, 23. La fourchette, au Québec. La fourchette, mais au national, on est à 35 %. Okay. On a dépassé, il était à 34. Okay. On a dépassé au moment où on se parle, M. Trudeau. Et là, ça continue, c'est pas fini, là, l'histoire commence. On n'a pas terminé d'entendre parler de ce fouillis total. On va faire une pause. C'est le temps de prendre votre souffle un peu. Et on va revenir justement avec Bernard Généreux et parler de cette histoire SNC-Lavalin qui bouscule et chamboule un peu la Chambre des communes depuis quelques temps. Donc, on revient avec notre invité après la pause. Alors, je vous rappelle que notre invité est Bernard Généreux, député fédéral de notre circonscription.
Bernard, je ne peux pas passer à côté de vous parler de cette histoire qui bouscule, chamboule, je ne sais pas trop quel mot utiliser. C'est incroyable. Parce que là, vraiment, tous les yeux et les oreilles sont rivés sur cette histoire SNC-Lavalin. Ouais. Cette déclaration de Mme Wilson-Raybould aussi. Ouais. Et là, le bras droit de M. Trudeau qui voudrait lui aussi témoigner. C'est quoi votre opinion là-dessus sur ce qui se passe actuellement? M. Scheer, votre chef, a demandé la démission de M. Trudeau. Ouais. C'est sûr que M. Trudeau a refusé, là. Mm-hmm. C'est peut-être... Est-ce qu'on est allé trop loin là, de demander la démission du premier ministre? Moi, j'aimerais savoir votre position là-dessus. Je vais vous dire, c'est l'histoire qui va nous le dire, là. Mais reculons au mois de juin dernier, le 2 juin 2018. M. Trudeau, dans l'élection de 2015, avait dit que les bills omnibus, là, ces bills, les changements de loi sur le budget qu'on dépose à chaque année, mais qui touchent les multiples lois, bon, M. Trudeau avait dit qu'il arrêterait ça, il n'en ferait plus de ça. Parce que par toute transparence, c'est important de faire des changements de loi de façon à ce que les gens puissent être au courant, etc., etc. M. Trudeau a déposé un bill omnibus au mois de juin, ou en fait mars-avril l'année passée, dans lequel il y avait des changements dans la loi sur la justice au Canada pour y inclure à l'intérieur de ça des accords de réparation, comme il existe dans d'autres pays à travers le monde. Mais avant le dépôt de ce projet de loi-là, M. Trudeau et toute sa gang, là, tous les ministres là, de toutes sortes de ministères, ont été l'objet de lobby intense de la part de SNC-Lavalin pour introduire dans la législation d'accords de réparation à l'intérieur de la législation canadienne, ce qui n'existait pas. Donc, on a compris que c'est beaucoup SNC-Lavalin qui ne voulaient pas aller en justice puis dire on est prêt à payer puis on va faire un accord de réparation. Bon, jusque-là, je dirais que c'est compréhensible, puis ça va, puis c'est pas de la folie là, de dire OK, on va faire ça. Donc, bon, ça n'a pas été fait de façon transparente. Ça, c'est la première chose. Ça a été caché dans une certaine mesure dans le bill sur le budget. Est arrivé l'automne, le travail de la procureure du gouvernement, le bureau du procureur du gouvernement, ont fait l'analyse de tout le dossier de SNC-Lavalin et ont décidé qu'ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur des paramètres que le gouvernement lui-même a mis en place pour avoir un accord de réparation. Donc, il instaure une loi dans laquelle le demandeur n'est même pas admissible. Ça, c'est la première erreur de M. Trudeau. Deuxième erreur, la procureure générale demande à ses employés et la procureure en chef du gouvernement, vous avez fait votre travail d'analyse, elle analyse elle-même également cette chose-là, elle dit, OK, vous avez décidé qu'il n'était pas admissible, je vous suis là-dedans, on ne fera pas de changement. Au Canada, un des piliers de notre démocratie, c'est la différence entre le légal et le politique. On ne peut pas, à moins d'être une république de bananes, aller dire le politicien, non, lui, tu vas lui donner l'accord, lui, non, tu lui donneras pas. Ah, peut-être que celui-là, bon, oui, donc, tu sais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une différence fondamentale entre le politique et le justiciable. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un croisement entre les deux parce que la ministre Jody Wilson-Raybould avait pris sa décision très clairement. Elle avait dit, ils ne sont pas admissibles aux accords de réparation, alors demandez-moi même pas de le changer. Là. Oui, il peut y avoir des conversations entre les ministères, le premier ministre, tout le monde, évidemment. D'ailleurs, le ministre de la Justice et le procureur général, qui sont deux postes différents, dans plusieurs pays, dont l'Angleterre, ces deux... le ministre de la Justice ne siège pas au Conseil des ministres, justement pour pas qu'il y ait des influences de la part des autres ministres auprès de cette personne-là pour changer d'avis sur telle ou telle décision qu'elle aura prise. Bien, au Canada, non seulement les ministres, comme le ministre des Finances, son entourage, le bureau du premier ministre, le premier ministre lui-même a parlé des élections du Québec, a parlé du fait qu'il était du comté de Papineau. Là, ça, c'est du politique qui s'en va s'immiscer dans la justice. Ça ne fonctionne pas au Canada, malheureusement. Et c'est l'erreur monumentale que M. Trudeau a faite. Et Mme Jody Wilson-Raybould, je lui lève mon chapeau, là. Ça prend du guts et du courage pour faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'est tenue debout devant toute la machine libérale canadienne. C'est ça qu'elle a fait.
en disant on ne peut pas faire ça. Ils ne sont pas admissibles, un point final. Oui, on veut tout protéger, on veut tout protéger les emplois. Mais quand on regarde la justice, comment elle a traité les anciens dirigeants de SNC-Lavalin jusqu'à date, j'oublie son nom, mais l'ancien directeur général, il est en prison, mais à la maison, avec une amende de 200 000 $, après avoir fourré le gouvernement, fourré le peuple canadien là, de plusieurs centaines de millions. Alors, à quelque part, là, il y a comme les gens, monsieur, madame, tout le monde, là, regardent ça, puis même moi, là, je me dis, Seigneur, c'est comme ça, c'est ça la justice au Canada, mais regarde, il y a quelqu'un qui pogne une étiquette, puis il va aller faire de la prison. Là. Comment ça se fait que ce gars-là, il est encore à la maison? Tu sais, avec raison, les Canadiens sont fâchés au moment où on se parle. Et ils ont des raisons de se poser des questions sur la capacité à M. Trudeau de faire la différence entre le justiciable et la politique. En quelques secondes, oui. Vous voyez ça se terminer comment? Ah, c'est pas fini. Écoutez, ça ne fait que commencer. Là, M. Botts va témoigner. Le greffier du conseil privé revient parce que Mme Wilson-Raybould a contredit son témoignage, donc ils le font revenir. Les partis d'opposition demandent sa démission, d'ailleurs. C'est le premier fonctionnaire de l'État, le greffier du conseil privé. Ensuite, il va y avoir le conseil de commissaire à l'éthique. Il va sortir son rapport quelque part en plein été, là, juste avant l'élection. Et en plus, n'oubliez pas, là, le cas le vice-amiral Norman avec le deuxième bateau qui devait être produit à Davie, ici, pas loin de Montmagny, le procès va commencer au mois d'août. Donc, il y a eu ingérence du bureau du premier ministre encore dans ce cas-là. Par rapport à ça, ils ont caché des documents, des conversations qui ont eu lieu entre le premier ministre, le boss du vice-amiral, etc. Là, c'est un fouillis total. C'est pas compliqué, là. Écoute, à Ottawa, là, c'est incompréhensible tout ce qui se passe là. Je veux dire, puis je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde. C'est pas évident de tout comprendre, là. Mais la réalité, là, c'est que M. Trudeau s'est mis 2 pieds dans les plats, puis pas juste un petit peu pour le dire. On va suivre ça. Yeah. Bonnes vacances? Vous êtes en vacances? Non, pas vraiment. Je continue à travailler pareil. C'est plus relax un peu. Je le sais le taquiner. Je le sais. Mes vacances, ça va être... je sais pas. Finalement, j'en veux pas de vacances. Il va en avoir 2 semaines en juillet. Mais là, c'est peut-être pas le temps de prendre des vacances parce que les élections s'en viennent. Il va en avoir juste 2 semaines en juillet. Ça va être une fin d'année assez chargée. Ah oui, tout à fait. Bernard Généreux, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tout le monde. On le reçoit une fois tous les mois. On va se revoir au mois d'avril. Absolument, sans faute. Merci et à bientôt. On va suivre ça, naturellement, tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Alors, Bernard Généreux, député fédéral dans Montmagny, disait Kamouraska, Rivière-du-Loup.